Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Pierre Rosanvallon est donc notre invité ce matin, historien, professeur au Collège de France, créateur de la République des idées et auteur au seuil de la Société des égaux. L'essai paraît demain et il fait événement. On en parle avec lui depuis 8h20 ce matin sur l'antenne d'Inter. Au téléphone, des questions ou des réflexions pour vous, Pierre Rosanvallon. Pierre qui nous appelle de la Côte Basque. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Alors, merci. Je vais poser ma question et que votre invité ne soit pas inquiet, vous non plus. Je pose la question que j'ai 2 fois répétée à la personne à la radio de façon à ce que vous ne pensiez pas que ce soit une question piège. Je pose ma question. Que pensez-vous de cette nouvelle bourgeoisie, puisque vous faites un parallèle dans cette société avec la bourgeoisie qui a beaucoup d'argent, de cette nouvelle bourgeoisie donc, ou qui se veut comme telle, et qui a fait fortune non pas par transmission ou par éducation, mais surtout par spéculation et par malversation un peu dans tous les sports et avec des salaires absolument ahurissants qui dépassent souvent ceux des grandes entreprises qui sont tant critiquées. Fin de ma question. Merci Pierre pour cette question. Il est évident que l'on peut d'abord discuter en général de l'enrichissement, mais l'enrichissement sans cause ou l'enrichissement criminel, eh bien sûr, c'est la première chose que l'on peut condamner. Oui, notre auditeur disait l'enrichissement par spéculation, par la spéculation. Il parlait du sport aussi, et vous soulignez d'ailleurs vous-même dans votre livre qu'on est... on remarque qu'on souligne souvent les salaires exorbitants des grands patrons, des grands dirigeants d'entreprise, et je disais qu'on en parlait hier ici avec Maurice Lévy, le PDG de Publicis, c'est qu'on est beaucoup moins... L'opinion publique s'indigne beaucoup moins des grands salaires dans le sport. Ça montre bien justement que le sentiment par rapport aux inégalités est quelque chose qu'il faut analyser de façon précise. Parce qu'il y a à la fois, dès que l'on dit, voilà, les inégalités sont devenues dans les salaires dans l'entreprise de 1 à 400, entre le simple salarié et le PDG, tout le monde dit c'est énorme. Mais en même temps, on voit qu'on accepte des salaires de stars, on accepte des salaires de... Parce qu'on a le sentiment, dans ces cas-là, pour des grands sportifs par exemple, que c'est lié à une forme de mérite. Donc c'est ça le paradoxe actuel. On critique un niveau général jugé insupportable, scandaleux des inégalités, mais par la bande, on accepte d'une certaine façon au moins une partie des mécanismes qui les produisent. Et c'est cela le paradoxe actuel. C'est que l'on dénonce les effets d'un système dont on tolère au moins partiellement les causes. Et c'est au cœur de cette contradiction qu'il faut aller, puisque ce qu'il y a au cœur de cette contradiction, c'est au fond le fait qu'une société ne peut pas être fondée simplement sur l'idée méritocratique. Une société ne peut pas être fondée simplement sur l'idée d'égalité des chances. D'ailleurs, il faudra aller très loin pour qu'il y ait égalité des chances. Il faudrait d'un certain point de vue que tous les enfants soient retirés de leur famille au berceau, mis dans des écoles de l'égalité, et là, véritablement, on pourrait faire fi de tout ce qui est l'héritage social. Bon, pendant la Révolution, on a essayé cette idée de maison de l'égalité. Bien sûr, ce serait extrêmement difficile d'aller au bout de cette idée d'égalité des chances. Mais ce qui serait surtout terrible, c'est que si on allait au bout de cette idée, c'est dire après, toutes les inégalités qui se produisent, elles sont normales. Et il n'y a plus rien à dire. Une question de Thomas Legrand. En remettant en cause, comme vous le faites, l'égalité des chances et la méritocratie, on comprend bien ce que vous voulez dire, vous venez de l'expliquer, mais ça remet en cause aussi les bases de la République, de l'idéologie républicaine française qui est très ancrée, et notamment à gauche. Alors est-ce que vous avez une porte de sortie parce que finalement, l'égalité des chances, c'est l'alpha et l'oméga de tout discours politique actuellement. Et la méritocratie, c'est le retour à la méritocratie aussi. Eh bien, hélas, ce qu'on oppose à l'égalitarisme, c'est-à-dire l'égalitarisme, c'est le modèle cubain, en quelque sorte. Un ancien modèle cubain, le même salaire pour tout le monde. L'égalitarisme, c'est égalité de résultats pour tout le monde. Quel que soit son effort, quelle que soit sa formation, tout le monde a la même chose. Donc ça, je crois qu'il y a unanimité sociale pour condamner l'égalitarisme. Mais qu'il y a une forme d'acceptation, au moins partielle, de cette idée méritocratique et de l'égalité des chances. Qui est l'idée républicaine, mais l'idée républicaine, elle n'était pas que cela. Il y avait cette dimension méritocratique, mais à côté, il y avait le sentiment qu'il fallait en même temps faire société ensemble à travers la République sociale, la création de l'impôt progressif sur le revenu, de l'État-providence, et aussi
le développement des services publics. Déjà pendant la Révolution française, Sieyès, qui est un des pères fondateurs de la Révolution, disait une société d'égaux, c'est une société aussi où on multiplie les trottoirs et les places publiques. C'est-à-dire qui fait un espace commun. Et la République, elle a voulu donner à chaque individu sa chance, mais en même temps, elle a voulu créer un monde commun. Or, aujourd'hui, on pense qu'on peut faire uniquement une société basée sur la méritocratie. Et cela, ça peut être une société qui se délite peu à peu. Là-dessus, une question d'auditeur ou d'auditrice, plutôt Mathilde qui nous appelle de Paris. Bonjour Mathilde. Bonjour. Nous vous écoutons. Écoutez, je viens d'entendre ce qui est dit, ce qui a été dit dans mon téléphone, c'est super intéressant. Et je voulais dire qu'au-delà, effectivement, pour reprendre cette idée d'ego, moi, ce qui me semble extrêmement prégnant dans notre société, c'est à quel point les gens restent ensemble, entre semblables. On ne se regarde pas, on ne veut pas voir l'autre, celui qui est différent. Il me semble, je ne sais pas, peut-être est-ce un rêve, mais qu'il y a des années, quand il y avait un gros patron d'une entreprise, son bureau, il était au-dessus, et il voyait les gens qui étaient là. Et même si c'était ses employés, c'était des personnes, c'était pas simplement des flux, c'était pas simplement... Et ce que je remarque, j'habite Paris, c'est que les gens restent entre eux, et qu'on ne se regarde pas, on ne regarde pas l'autre. Et donc l'autre n'existe que par des chiffres qui sont donnés. Et ça me semble être l'endroit où le politique doit intervenir. Et ça concerne aussi les écoles, où les gamins sont entre classes sociales, les pauvres sont avec les pauvres. Enfin, il faut trouver d'autres mots que pauvres et riches. Mais voilà. Donc ça me fait simplement très plaisir d'entendre cette émission ce matin. Et j'ai l'impression que si le politique a du boulot à faire, et il en a, c'est par là. Voilà. Merci Mathilde, Pierre Rosanvallon. Autrement dit, est-ce que la bataille pour l'égalité passe aussi par ce qu'on appelle la politique des territoires, la mixité sociale? Bien sûr, c'est absolument décisif parce que, à côté justement de ces grandes inégalités de revenus ou de patrimoine, il y a ce fait d'une multiplication de ce qu'on pourrait appeler les sécessions et les séparatismes. C'est-à-dire qu'on vit de plus en plus en petits groupes séparés. C'est la logique de ces gated communities, ces espèces d'habitats fermés où habitent ensemble des familles qui ont à peu près le même niveau de revenus, voire les mêmes croyances. Et ce qui menace la société, c'est aussi ça. C'est qu'elles sont gouvernées par le principe d'homogénéité. On reste dans des petits groupes de semblables, non pas les semblables parce qu'on est tous ensemble, citoyens, mais les semblables, ceux qui ont la même religion, ceux qui ont la même origine, ceux qui ont le même niveau de revenus. Et on voit bien l'écart qu'il y a entre les deux. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que l'école républicaine ne fonctionne pas. Mais en même temps, beaucoup de ceux qui la critiquent n'envoient pas leurs enfants dans les écoles communales qui sont proches de chez eux. Donc il y a un écart, je dirais, entre le sentiment qu'il y a des grands principes qu'il faut réhabiliter et puis des comportements avec lesquels chacun s'arrange. Donc il y a d'abord ça à souligner. Mais c'est aussi le fait général que s'il y a cette tendance que certains appelleraient à une communautarisation, à des petits groupes de semblables homogènes. C'est aussi parce qu'on est dans une société dans laquelle il n'y a pas un respect suffisant, me semble-t-il, des individus et de leur singularité. Regardons ce qu'on appelle le communautarisme dans un certain nombre de banlieues, entre guillemets. Les gens développent des réflexes communautaires quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas exister, avoir leur chance personnelle. C'est parce qu'ils ne peuvent pas exister comme individus qu'ils se replient sur leur groupe d'origine, sur leur religion, sur leur petit territoire. Et donc une société qui fasse davantage de place à chaque singularité, c'est aussi une société qui peut détruire ces formes de petits blocs homogènes, ces formes de communautarisme. Pierre Rosanvallon, donc auteur de la société des égaux. J'ai dit République au lieu de société, mais on pourrait aussi débattre de la forme de République que vous souhaitez, Pierre Rosanvallon. Une question de Bernard Guetta. Dans les années 80, vous aviez fondé avec l'historien François Furet un club de discussion, de contact entre intellectuels de gauche et le monde de leur entreprise. C'était la Fondation Saint-Simon, elle a joué un grand rôle. Et puis à la fin des années 90, brusquement, vous avez quitté cette fondation et vous l'avez même dissoute. Pourquoi l'avez-vous fait? Et est-ce que cette décision d'il y a 10 ans a un lien avec le livre que vous écrivez aujourd'hui? Certainement. Et ce lien, c'est le suivant, c'est que l'histoire de la Fondation Saint-Simon, c'est un peu une double histoire. C'est l'histoire, pourrait-on dire, un peu d'un think tank, c'est-à-dire d'un groupe de production intellectuelle qui a produit des livres, qui a produit des notes de réflexion, et c'était l'histoire d'un club social. Et pourrait-on dire, le groupe intellectuel a produit tout un ensemble d'ouvrages et de réflexions qui méritent encore, je crois, aujourd'hui d'être considérés, mais
le club social qu'il y avait à côté, d'un certain point de vue, il a joué un rôle positif au début des années 80 pour désenclaver la vie intellectuelle, pour la réinsérer dans la société civile et pour faire aussi qu'il y ait ce qui n'existait pas à l'époque, un contact entre intellectuels, hauts fonctionnaires, même le monde de la presse ou celui des entreprises. Mais après, cette fonction, si je puis dire, de club social s'est un peu dégradée. Elle a cannibalisé la fonction de production intellectuelle. Pourquoi ? Parce que peu à peu, le monde de l'entreprise aussi, dans ces années-là, s'est mis à changer. Quand la Fondation Saint-Simon était créée, il y avait des patrons entrepreneurs, des gens comme Antoine Riboud, des gens comme Michel Albert, des gens comme Roger Fauroux, des hauts fonctionnaires aussi, comme Simon Nora, comme François Bloch-Lenné. Et dans les années 90, tous ces gens-là avaient disparu. C'était les puissances de l'argent qui seules surnageaient. Donc il était temps de revenir à la production intellectuelle sans le club social. C'est-à-dire que vous avez pensé que vous avez trop bien réussi dans les années 80, en quelque sorte. On peut le dire d'une certaine façon. Bon, on va revenir au thèse que vous développez dans votre livre avec une question de Farid qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Farid. Bonjour Patrick, bonjour Monsieur Pierre-Rosan-Vallon. En fait, je voudrais nourrir la réflexion des auditeurs avec l'une des propositions que je porte en tant que 7e candidat aux primaires citoyennes. Moi, c'est comme ça qu'on les appelait au départ, aux primaires socialistes. En fait, ça concerne le revenu universel citoyen. L'une des 7 propositions, est-ce que vous pensez que ça peut être une manière de résorber un peu plus les questions de redistribution des richesses et puis surtout une manière d'améliorer la participation démocratique? Voilà, le revenu universel citoyen ou revenu d'autonomie ou revenu d'existence. Enfin, il y a bien des manières de l'appeler. Mais voilà, que pensez-vous de cette allocation, Monsieur Pierre-Rosan-Vallon? Merci Farid, c'est aussi un même type de proposition qui est portée par Dominique de Villepin. Oui, c'est une proposition qui est présente dans beaucoup de pays, mais souvent, il faut le préciser, à un niveau de revenus qui est relativement bas. Je crois que de Villepin proposait 1 000 €, mais dans beaucoup de pays, on propose quelque chose qui est très inférieur à ce qu'est par exemple le RSA en France. Il me semble que la question principale, c'est plutôt celle aujourd'hui de redévelopper les services publics, de faire que les gens puissent vivre ensemble. Il y a l'attrition des services publics. A été de pair avec le fait de dire il faut surtout se préoccuper des plus exclus, des plus pauvres. Non, bien sûr l'exclusion est centrale, la question de la pauvreté est décisive, mais le social, la question sociale, ça n'est pas simplement celle de la pauvreté. La question sociale, c'est celle de la décomposition du commun dans la société tout entière. Et redonner leur place au service public, c'est quelque chose d'essentiel pour cela. S'il y a moins d'écoles, s'il y a moins de services de poste, s'il y a moins d'occasions de se rencontrer, moins de transports en commun, moins de liaisons entre les différents territoires, eh bien les gens vont vivre chacun dans leur petit coin. Et c'est ça qui est la question principale, elle n'est pas simplement d'ordre monétaire. Mais dans tous les cas, c'est bien l'État ou, à défaut, les collectivités locales, celles qui assurent le relais de l'État dans ces territoires, qui doivent permettre cette cohésion sociale, Pierre-Rosan-Vallon. Bien, l'État, oui, mais l'État, mais aussi des associations citoyennes, l'État, mais aussi la société civile. Mais pour que l'État rejoue son rôle, il faut le légitimer. Pourquoi aujourd'hui, en 1980, avant même l'arrivée de la gauche au pouvoir, le taux marginal supérieur d'imposition du revenu était de 65%. Aujourd'hui, il est de 41%. Personne n'ose même songer à proposer 55 ou 60%. Pourquoi ? Eh bien parce que cet impôt n'apparaît plus comme légitime. Et si on ne relégitime pas ce qui est public, ce qui est commun, jamais on ne pourra avoir de politique de solidarité. Avant de parler de dépenses, avant de parler de redistribution, il faut d'abord refaire du commun. Et c'est cela un peu le projet que je porte avec cette idée de société des égaux, c'est qu'il faut refaire société avant de penser à pouvoir, je dirais, augmenter le prélèvement fiscal. Question de Thomas Legrand. Finalement, vous devriez être assez satisfait à écouter les hommes politiques en ce moment, parce qu'ils parlent tous de vivre ensemble. Ils appellent ça vivre ensemble. Pour ce qui est de l'impôt, tout le monde parle du retour à la progressivité, il le faut. Alors, est-ce que vous voyez les prémices d'un changement? Et est-ce que vous pensez, ça rejoint un petit peu la question de Patrick, mais est-ce que vous pensez que l'État doit être plus autoritaire dans certains cas? Par exemple, on a vu que l'État avait dézoné les écoles. Vous parliez de la mixité sociale dans la scolarité. Est-ce qu'il faut raisonner de façon plus autoritaire?
Je pense ce n'est pas simplement par l'autorité. Il faut le faire aussi parce que l'on pense que ça correspond à quelque chose de positif. Mais il est certain qu'il faut aller dans ce sens-là, me semble-t-il. Sinon, il n'y aura pas de mixité sociale. Et sans mixité sociale, la société continuera à se décomposer. Et il faudrait avoir ce que j'appellerais une politique de la réciprocité. La réciprocité, c'est au fondement de l'idée d'égalité. Et pour qu'il y ait les gens sont prêts à s'engager. Si on voit que les autres sont prêts à s'engager autant, et pour mesurer, si je puis dire, l'engagement de chacun, il faut qu'il y ait une transparence financière. On le voit bien sur le rapport entre ce que payent les grandes entreprises et les petites entreprises en matière d'impôts, aussi en matière de politique sociale. Je pense qu'il faut réhabiliter ces grandes valeurs qui sont la réciprocité, qui sont le souci de la similarité, qui sont la nécessité de la communalité, et c'est autour de ces grandes valeurs qu'il faut développer des politiques adéquates pour cela. Est-ce qu'on a le temps de prendre un dernier auditeur? Oui, Philippe, qui nous appelle de la milice. Bonjour Philippe. Bonjour, Nous vous écoutons. professeur, bonjour à tous. Ne pensez-vous pas que dès le départ, dès l'enfance, au travers de l'éducation qu'on donne aux enfants donc, et de l'enseignement qu'on dispense auprès d'eux, il faudrait leur mettre en tête que la première chose à faire, c'est de défendre la qualité de la vie pour soi-même, donc pour les autres, donc pour la planète, plutôt que de leur parler d'avoir le plus haut diplôme pour gagner le plus d'argent possible. Merci Philippe. La qualité de la vie, c'est un programme que l'on ne saurait refuser. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la qualité de la vie, elle dépend de la qualité de la société. Quand on est dans des sociétés qui sont des sociétés extrêmement inégales, ce sont aussi des sociétés très violentes. Les sociétés inégales, c'est aussi des sociétés dans lesquelles il fait mal vivre. Et Rousseau, visitant Montpellier dans sa jeunesse, Rousseau disait « Je suis frappé du fait que dans cette ville où on voit des palais magnifiques et des gueux dans les rues, eh bien qu'au fond, les riches et les pauvres sont enfermés dans la même gueuserie. Parce que, au fond, la société brutale, la société violente, elle est un problème pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'une société inégale, c'est aussi une société qui développe les problèmes et l'inconfort pour tous. Donc la qualité de la vie, c'est aussi la création, non pas simplement d'une société qui protège l'environnement, mais d'une société qui amène des rapports sociaux plus égaux entre les individus.